J'évoquais la lucidité et l'honnêteté qui doivent nous inspirer. Je voudrais maintenant évoquer un mot qui va vous surprendre. J'essaierai d'y donner des synonymes, mais c'est celui auquel je crois finalement le plus. La tempérance. La sobriété. N'y voyez pas, quand je parle de tempérance, une sorte d'alibi pour faire peu et se contenter de peu. La tempérance, ce n'est pas une sorte de fausse modestie pour justement justifier l'impuissance volontaire. La tempérance, Platon y voyait déjà un des 4 piliers de la sagesse, le principe de surmonter ses désirs et de vivre avec modération. En cela, ce devrait être, je le dis, un principe de gouvernement. Et je le dis notamment aux impétrants, qui ont déjà exercé ou qui voudraient exercer encore. Tempérance et sobriété comme principe de gouvernement, ce n'est pas juste valable dans les pages des campagnes électorales, c'est aussi valable dans l'exercice du pouvoir. La tempérance, c'est l'affirmation du long terme. C'est l'éthique de responsabilité, elle nous invite à anticiper, à prévenir les épreuves plutôt qu'à les subir. Et par défaut d'anticipation, par religion du court terme, les démocraties occidentales, dans les faits, se sont ralliées à quoi ? Au gouvernement des effets. On renonce à gouverner les causes et on ne gouverne plus que les effets. Pourtant, chacun peut comprendre que si nous ne gouvernons pas les causes du dérèglement climatique, par exemple, nous serons incapables demain d'en gouverner les effets, car justement, ces effets pourraient très vite se révéler irrémédiables et donc insurmontables. Je l'ai dit tout à l'heure, jamais notre continent n'a été aussi riche, jamais nous n'avons autant produit et aussi vite. Et pourtant, des millions de Français, eux, sont assignés à résidence sociale, bloqués, constatant une hiérarchie sociale immuable. C'est toujours les mêmes qui montent l'échelle et c'est toujours les mêmes qui se trouvent en bas de l'échelle. Et si nous n'arrivons pas à sortir de cette crise, c'est parce que nos élites continuent de penser avec le logiciel de l'ancien monde. Je ne sais pas si le poète a toujours raison, mais Paul Valéry avait eu cette fulgurance de nous prévenir que le temps du monde fini commence. Et quand le poète est rejoint par l'économiste, la mise en garde se fait plus concrète. Kenneth Boulding, un célèbre économiste américain, jurait dans les années 60, je regarde Aurore Laluc, peut-être me contredira-t-elle sur les années en tout cas, que ceux qui croient en une croissance exponentielle infinie dans un monde fini sont soit fous, soit économistes. Et Aurore n'est pas folle. Vous n'êtes pas folle, mais vous êtes économiste. Mais bon, on peut être ni fou ni économiste, ou économiste et pas fou, bon, bref. Non seulement les ressources naturelles sont limitées, mais surtout nous savons qu'il est impératif de sortir d'une consommation des énergies fossiles le plus rapidement possible si nous souhaitons éviter ce cataclysme. Les scientifiques nous alertent, soyons lucides, écoutons-les. Nous bercer d'illusions, ce n'est pas être à la hauteur des enjeux. Depuis le 8 août, donc depuis le début de ce mois, la planète vit à crédit et nous avons émis plus de gaz carbonique dans l'atmosphère que ce que les forêts et les océans sont capables d'absorber. Donc promettre le retour de la croissance qui nous conduira au plein emploi de manière mécanique, c'est soit mentir, soit être naïf, c'est en tout cas prendre des risques considérables. Dans tout le cas, je le dis, c'est déraisonnable. La croissance insolente que nous avons connue dans les 30 Glorieuses était une anomalie économique. Un tel rythme ne se reproduira pas. Et d'ailleurs, regardez les 30 dernières années, la croissance moyenne dans l'Union européenne n'a cessé de chuter. Et plus elle devenait rare, la croissance, plus elle faisait l'objet d'un véritable culte, notamment un culte parmi les élites européennes. On multiplie les offrandes et les sacrifices. Et de ce point de vue, le quinquennat de François Hollande aura été particulièrement dévot. 40 milliards d'euros de baisse des cotisations et d'impôts pour les entreprises sans aucune contrepartie. Sans aucune contrepartie. Première offrande. Où est la croissance ? Toujours pas là. On nous a dit que ça ne suffit pas. Il en fallait d'autres, il fallait multiplier et encore renouveler les offrandes. Donc après les 40 milliards qu'avons-nous fait ? Le code du travail, les droits des salariés, le licenciement plus facile et le tarif des heures supplémentaires qui baisse. Tout ça, pourquoi ?
pour quelques déciles, 0,1, 0,2, 0,3 points de croissance dont se réjouissent sans doute les échos, sans doute les marchés financiers ou pas, parce qu'eux sont irrationnels et leurs convulsions échappent à toute raison. Le ministre de l'économie, le ministre des Finances, tout ça pour ça. C'est ainsi donc qu'on brûle des décennies de conquête sociale pour une chimère. La tempérance, enfin, c'est le devoir de ne plus soumettre la planète au prélèvement insoutenable du modèle économique productiviste. Je l'ai dit plus tôt, quel que soit le génie de l'homme et les espoirs que l'on peut placer dans la science et le progrès technologique, on ne désorbite pas impunément les étoiles, comme disait Camus. L'humanité peut s'éteindre et si nous continuons à exploiter la Terre avec la démesure qui caractérise le siècle dernier, nous allons y aller très vite. Sur tous les plans, nous sommes confrontés aux limites de la planète. Qu'il s'agisse des réserves de métaux précieux, d'hydrocarbures, d'eau, d'arbres, notre modèle de développement est insoutenable. Si les 9 milliards d'êtres humains attendus en 2050 devaient vivre et consommer, tenez-vous bien, c'est demain, au même rythme que les 7 milliards de femmes et d'hommes aujourd'hui qui peuplent la planète Terre, alors notre monde serait menacé d'extinction rapide. Et quels que soient les progrès réalisés lors de la COP21, et je le mets au crédit du président de la République, du ministre des Affaires étrangères, de la ministre de l'Environnement, parce que des progrès ont été réalisés. Nous savons, malgré tout, que nos politiques de développement durable seront sans effet significatif si nous n'engageons pas la transition écologique. Vous l'avez compris, organiser la transition vers une économie altruiste, ce sera évidemment lutter contre le gaspillage, développer l'économie circulaire, préserver la biodiversité, encourager l'essor de l'agroécologie, des circuits courts pour consommer local, de l'agriculture biologique généralisée et bon marché. Il faudra aussi accélérer la transition énergétique. Je veux ici rappeler mon hostilité à l'exploitation des gaz de schiste. Je veux redire mon engagement à réduire aussi la part du nucléaire dans le mix énergétique. En effet, une économie sobre en carbone implique de diminuer la consommation d'énergie tout en donnant un véritable essor aux énergies renouvelables. La France, malgré de bons discours, est encore à la traîne sur le solaire, l'éolien, la biomasse et la géothermie. Nous ferons donc baisser notre consommation d'énergie, nous économiserons l'énergie dans le logement, nous pouvons faire en sorte que 100% des logements construits soient basse consommation. Nous pouvons conduire le plus grand plan d'isolation, rénovation et construction de logements neufs que notre pays n'ait jamais connu. Nous pouvons faire de la transition énergétique un levier de la transformation sociale. Pour cela, autant le fonds de réserve des retraites utilisé ailleurs que la Banque publique d'investissement qui peut emprunter à taux zéro quasiment auprès de la Banque centrale européenne doivent s'engager pour nous accompagner dans cette transition-là. Ces propositions poursuivent une seule ambition. En retrouvant la maîtrise de l'activité économique et de son impact sur nos vies et notre cadre de vie, en diffusant la démocratie dans l'ordre économique, nous retrouverons ce sens commun que nous avons perdu et qui nous manque. Nous retrouverons aussi notre unité.